Objectif Lune, objectif Mars, notre satellite naturel peut-il être utilisé comme un tremplin pour aller sur la planète rouge un jour? La course à l'espace s'est en tout cas accélérée ces derniers mois avec en perspective un nouvel Eldorado scientifique, politique, économique, bref, très stratégique. Décryptage avec Milan Maximovic. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris et vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous signez la préface du livre La Lune, publié aux éditions Glénat. La Lune, je l'ai dit, seul satellite naturel de la Terre. Mais encore, qu'est-ce que la Lune ? Alors la Lune, effectivement, c'est notre satellite, à savoir un objet qui tourne autour de la Terre. On n'en a qu'un. Il y a des planètes qui en ont beaucoup plus. Par exemple, Jupiter a plus d'une dizaine de satellites. La Lune, si on veut parler un peu de son origine, on pense, actuellement les spécialistes s'accordent pour dire que elle est née relativement tôt dans l'histoire du système solaire. Par l'impact d'un planétoïde qui se nomme Theia, qui aurait la taille de Mars, et qui aurait impacté la jeune Terre, qui elle aussi à l'époque était un planétoïde. Et la collision a été tellement violente qu'un bout de Terre et un bout de Theia des bouts ont été arrachés, et le système s'est mis à graviter l'un autour de l'autre, pour créer notre Lune telle qu'on la connaît. Et on voit la pleine Lune aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la pleine Lune en ce lundi 27 novembre 2023. Alors ce livre, c'est un vrai portrait complet de la Lune avec une multitude de photographies fascinantes. Ça fait plus de 50 ans que l'être humain n'a pas posé le pied sur la Lune. Pourquoi est-ce que la course est relancée ? Alors je dirais que la course est relancée principalement, et on y reviendra, pour des questions stratégiques, géopolitiques, d'exploration de l'espace, de manière générale. Il y a encore des enjeux scientifiques. Il y en a sur l'étude de la Lune. Je dirais qu'il y en a peut-être plus comme utilisation de la Lune comme observatoire, notamment en radioastronomie. Ça, c'est un point qui est assez intéressant. Mais l'effort actuellement qui est consenti par tous les pays, c'est essentiellement pour des raisons stratégiques et de développement donc, disons de l'industrie aéronautique. Et ensuite, pour les personnes qui pensent que c'est, disons, plausible et utile, éventuellement un débarquement sur Mars par l'être humain. Alors justement, on va parler de la planète Mars, mais d'abord, qui sera le premier à envoyer un homme sur la Lune depuis 1972 et la fameuse mission Apollo 17. La course est lancée, on l'a dit, notamment entre la Chine et les États-Unis. La Chine a fixé 2029, c'est quasiment demain. 2029, pourquoi ? Ce sera les 80 ans de la République populaire de Chine. Est-ce qu'on peut dire que Pékin a une longueur d'avance ? Non, c'est difficile d'avoir une longueur d'avance par rapport aux États-Unis, même si les Américains ont en quelque sorte pris du retard depuis le programme Apollo. On a perdu des technologies, peut-être pas des technologies, mais en tout cas on a perdu des savoir-faire pour pouvoir faire une telle mission. On voit les difficultés, par exemple, de la mission de SpaceX, le Starship, qui est un des deux lanceurs possibles pour le programme américain. Voilà, les pays avancent. Ouais. Je dirais quand même que ce que les Chinois ou les Indiens, par exemple, font maintenant, les Américains et les Soviétiques l'ont fait il y a bien longtemps. Et c'est d'ailleurs justement... Voilà. Ouais, et vous diriez qu'on revit aussi cette course qu'on a vue avec l'Union soviétique et les États-Unis ? Ou est-ce qu'on a changé de paradigme ? Bon, à mon avis, c'est une course clairement entre les deux superpuissances que commencent à être, enfin, les États-Unis d'un côté puis la Chine de l'autre. Clairement, c'est une course vers ce contrôle, cette possibilité d'utiliser la Lune comme tremplin vers Mars. Mais bon, néanmoins, moi je suis scientifique, je suis astrophysicien, on peut quand même faire un peu de science dans cette histoire. Il n'y a pas que des enjeux stratégiques, il y a quand même des motivations scientifiques. Alors justement, pas qu'économiques non plus. On dit souvent qu'il n'y a pas de planète B. La COP28 commence dans 3 jours à Dubaï. Mais on évoque de plus en plus justement l'intérêt. C'est vrai que vous parlez, il y a notamment l'eau, les ressources minières dans la Lune. Quelles sont-elles ? Alors il y a effectivement de l'eau sur la Lune. Il y en a également sur Mars. Probablement, enfin sur Mars, on sait, sous la surface de Mars. La Lune, c'est la même chose. On pense que sur la Lune, par exemple,
Je rappelle que la Lune nous montre tout le temps la même face. Donc la Lune tourne sur elle-même en un temps qui est égal à la rotation autour de la Terre, à savoir 29 jours. Et il y a des régions de la Lune, le pôle Nord et le pôle Sud, qui ne sont jamais éclairées par le Soleil. C'est très bien montré dans le livre, qui d'ailleurs montre, il y a tout un tas de schémas qui sont très didactiques. Et on voit bien que le Soleil rasant fait qu'au creux de ces cratères, on ne voit jamais le Soleil. Donc du coup, il y a possibilité qu'il y ait des restes d'eau. Est-ce qu'il y a un statut juridique pour la Lune ? Alors je pense qu'il n'y a pas de statut juridique, déjà pour la banlieue de la Terre, il n'y a pas de statut juridique clair. Il y a eu un traité en 1967, mais à ce jour, on ne peut pas dire qu'elle appartienne à quelqu'un. Malheureusement, les traités, on voit bien ce qui se passe actuellement avec l'ONU et avec la manière dont l'ordre mondial est bouleversé. Oui, il y a eu des traités. On essaie d'être raisonnable. Tout le monde n'a pas été raisonnable. Les Russes, par exemple, ont déjà fait exploser, ça c'est connu, des bombes nucléaires autour de l'environnement terrestre dans les années 60. Ouais. Pourquoi dit-on que la Lune est un tremplin pour Mars ? Expliquez-nous, parce qu'on voit bien derrière l'objectif Lune, c'est l'objectif Mars. Alors, l'objectif, c'est Mars. Mars, juste pour fixer un peu les idées, pour aller sur Mars, il faut grosso modo 2 ans. Il faut 2 ans pour arriver, faire ce qu'on doit y faire, et puis revenir. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que revenir, c'est pas facile. Ouais. Pour partir de la Terre et quitter la gravité terrestre, il faut une grosse fusée. On voit la taille de la fusée Starship d'Elon Musk qui a explosé récemment. Il faut une très grosse fusée, déjà pour arriver sur la Lune. Après, une fois qu'on est sur Mars, bon, Mars est plus petite, donc une gravité un peu moindre, mais il faut quand même une fusée pour en repartir. Donc il faut du matériel. Il faut du matériel. Donc une fusée, il faut la construire. Il faut emmener du matériel pour la construire, emmener des robots éventuellement pour la construire. Et puis il y a le carburant. Le carburant représente une fraction non négligeable de la masse. Donc éventuellement, est-ce qu'on pourra trouver du carburant sur place ? Alors l'idée, c'est, au lieu d'aller directement sur Mars, passer par la Lune et faire une base sur la Lune, construire ces fusées, construire les modules et les envoyer sur Mars, parce que la gravité est moindre sur la Lune, et notamment le carburant, on pourrait éventuellement imaginer en produire sur la Lune. Et quel est l'intérêt, par exemple, l'un des principaux intérêts du programme Artemis de la NASA ? C'est une mission habitable ? Alors, c'est une mission, donc le programme Artemis, à terme, il devrait y avoir donc, des personnes des astronautes ou des cosmonautes, ou des plutôt des astronautes ou des taïkonautes, ou des spationautes, si c'est des Européens, si c'est notre Thomas Pesquet national. Bon, l'idée c'est de mettre une base à terme, mais néanmoins il y a de la science qu'on peut faire. Nous, les scientifiques, dans cette histoire, dans toute l'exploration spatiale, disons les scientifiques, les astrophysiciens, on a toujours, en quelque sorte, je dis, le terme est peut-être mal choisi, on a profité de l'exploration spatiale pour faire des recherches. On a vu récemment les dernières découvertes, par exemple, du télescope américain James Webb. Il y a d'autres missions spatiales également européennes. Et tout cet élan vient de l'exploration spatiale. Donc il ne faut pas... Bon, j'ai l'air peut-être un peu critique de l'exploration spatiale, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, si on pouvait dire. Mais on peut faire, par exemple, ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire depuis la Terre, c'est observer l'univers dans des longueurs d'onde radio non visibles depuis la Terre, parce qu'elles sont écrantées par notre atmosphère et notre ionosphère. C'est un peu compliqué à expliquer, mais donc pour faire ça, il faut aller au-delà de l'ionosphère. Pour faire des grandes stations de radioastronomie, idéalement, il y a un endroit qui est extraordinaire. C'est la face cachée de la Lune, justement, parce qu'elle est cachée de la Terre et de toutes nos émissions polluantes, radio, que ce soit donc, toutes les émissions radio, la télé, enfin, toutes les ondes qu'on utilise pour communiquer qui ne sont pas extrêmement polluantes. Et sur la Lune, on serait protégé de ça. Et là, on ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. Et vous, l'un de vos domaines de recherche, et incontestablement, c'est le Soleil. On n'en parle pas autant que la Lune et Mars. On dit souvent que l'eau, à juste titre, c'est la vie. Peut-on en dire autant du Soleil ? Le Soleil, c'est forcément la vie, vu qu'il nous apporte la lumière. Sans Soleil, on n'a plus la photosynthèse. On n'a plus la photosynthèse, plus rien ne pousse. D'ailleurs, s'il y a une grosse comète qui tombe sur la Terre et qui fait
par exemple, qui a fait disparaître les dinosaures. C'est pas l'explosion ou c'est pas la destruction. Ce qui se passe, c'est la remontée de toutes les poussières pendant cet événement et qui remonte comme l'histoire des volcans islandais, qui remonte dans les hautes atmosphères et qui met plusieurs milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années pour disparaître. Et du coup, on n'a plus de soleil. Et c'est ça qui a tué les dinosaures, c'est un manque de soleil, manque de plantes, manque d'animaux. Et donc les manques de proie pour les dinosaures. Ouais. Donc, le Soleil, c'est une étoile? Le Soleil, c'est une étoile, c'est notre étoile, c'est une étoile moyenne, c'est une étoile qui est avec une enveloppe chaude, c'est une étoile avec laquelle on a une relation très forte. Par exemple, les fameuses aurores boréales sont causées par le Soleil. On ne le sait pas souvent, on ne sait pas toujours. Quand il y a une éclipse justement, et alors là, les deux se rejoignent, la Lune et le Soleil, la Lune a le bon goût d'avoir le même diamètre apparent que le Soleil dans le ciel et le même diamètre apparent qu'un petit pois. Donc vous prenez un petit pois, vous le mettez à 1 mètre de votre œil, vous allez cacher la Lune, mais également le Soleil. Et quand la Lune passe devant le Soleil, qui est une éclipse, on voit apparaître la couronne du Soleil, son atmosphère, qui est tellement chaude que ça fait un flux de particules qu'on appelle le vent solaire, et c'est ce vent solaire qui crée les aurores boréales. Est-ce que la chaleur du Soleil, émise par le Soleil, elle fluctue ou est-ce qu'elle est linéaire à travers les siècles et les millénaires? Il y a tout ce débat, notamment chez ceux qui sont climato-sceptiques, de dire oui, mais le Soleil, de toute façon, il a ou pas une responsabilité dans ce qu'on vit en ce moment? Alors, ça, c'est relativement clair. L'influence du Soleil sur l'environnement terrestre a existé. C'est principalement une question d'ensoleillement. Par exemple, les anciennes glaciations, c'est rien d'autre que l'inclinaison de la Terre sur son axe, qui est parfaitement corrélée donc avec les glaciations, etc. Par contre, si on mesure, si on utilise un instrument qu'on appelle un bolomètre et qu'on le met dans l'espace et qu'on mesure le nombre de watts, on obtient très exactement 1360 watts par mètre carré qui sont émises sous forme de photons. Donc si on avait un panneau solaire, on pourrait récupérer, avec un rendement de 1, on pourrait récupérer tous ces watts. À l'altitude de la Terre, à l'altitude de la mer, à cause de l'atmosphère terrestre, on en perd quasiment les 3/4. Ouais. Et ce chiffre, si on regarde comment il évolue au cours du temps, et notamment du fameux cycle solaire, il varie très peu, il varie de quelques pour 1000. Par contre, dans d'autres longueurs d'onde, comme par exemple l'UV, là, il y a des plus fortes fluctuations, mais la quantité d'UV qui est émise par le Soleil et qu'on reçoit, elle existe, mais c'est pas ça le moteur. Ouais, c'est pas ça qui influe. C'est pas ça qui influe. Solar Orbiter, c'est une mission à laquelle vous avez participé et qui devait nous révéler les pôles du Soleil. Expliquez-nous, et où en est la mission? Alors, la mission a été lancée en 2020. C'est une mission de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Tout le monde connaît la NASA. Si on fait un sondage, peu de personnes connaissent l'ESA. De plus en plus, quand même. Ouais. De plus en plus, c'est bien. Moi, je fais l'expérience dans les écoles. Il y a encore du boulot. Solar Orbiter, donc c'est une mission qui va se rapprocher, qui s'est déjà rapprochée du Soleil, à des distances de 1/3 de distance entre le Soleil et la Terre, 150 millions de kilomètres, donc 1/3, 50 millions de kilomètres. Et cette mission a pour but de regarder les éruptions solaires. Donc il y a le vent solaire qui souffle en permanence, il y a des éruptions solaires, et ces éruptions solaires, de temps en temps, elles envoient des flux de particules énergétiques qui, alors là aussi c'est intéressant parce qu'on revient vers la mission sur Mars. Ces particules énergétiques, c'est comme les rayonnements ionisants que vous avez dans une centrale nucléaire. Si un être humain les reçoit, il peut être touché, il peut être irradié. Quand on va vers Mars, si jamais on va vers Mars, il faudra monitorer ces choses-là et ces éruptions solaires. Sur Terre, on est protégé à la fois par le champ magnétique de la Terre et notre atmosphère. Est-ce qu'il y a un instrument? Parce que vous avez conduit un instrument. Donc moi, j'ai un instrument qui s'appelle RPW, Radio and Plasma Waves en anglais, qui est un instrument qui fait de la radio et qui permet, non pas de voir, disons, et de mesurer ces particules, par contre, qui permet de les entendre comme une sorte de sonar et qui permet de les observer dans l'environnement solaire, même si elles sont émises de l'autre côté du Soleil par rapport à nous. Donc c'est un instrument très sensible qui a été développé donc, à l'Observatoire de Paris à Meudon au LESIA avec l'aide du CNES et d'un certain nombre de pays européens. Et concrètement, il y a déjà on a déjà appris des choses? On a déjà appris, on arrive maintenant avec Solar Orbiter et d'autres missions spatiales à localiser en 3D l'injection, et surtout quand on est de l'autre côté du Soleil, on arrive à faire, disons, observer tous les événements, parce que quand on est sur Terre, on ne voit que ceux qui arrivent sur Terre.
mais on ne sait pas ce qui se passe si on fait des observations sur le long terme. Et puis, donc ça, c'est l'instrument RPW. Et puis la mission elle-même, elle a déjà, effectivement, on s'est rendu compte que dans cette couronne, on cherche à savoir ce qui la chauffe. On ne sait pas encore exactement la source du chauffage de la couronne. Donc en s'approchant, on commence à voir des détails qui sont des premières indications. Et l'autre aspect, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est observer les pôles. On n'a jamais fait d'image des pôles du Soleil. On devait le faire par le passé, une mission qui s'appelait Ulysse. Finalement, il n'y avait pas d'imageur. Et donc là, pour la première fois, on va monter à partir de 2026. Donc on va se servir des passages près de Vénus pour monter au-dessus des pôles et faire les premières images du pôle du Soleil. Merci beaucoup Milan Maximovic d'avoir répondu à nos questions et si tu peux me permettre de nous avoir éclairés notamment. Merci à vous. Je rappelle le titre du livre, La Lune, publié aux éditions Glénat, avec donc la préface que vous signez. Merci d'avoir été avec nous.